Les cartes du mal de Hannah Alberg et Spencer Cohen, avec Harriet Slater, Aidan Bradley et Avantika Vandanapu, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui louent une grande maison en Airbnb et qui vont tomber à un moment donné sur un jeu de tarot. D'ailleurs, le titre original du film, c'est Tarot. Et l'une des filles, en fait, sait utiliser le tarot et surtout, elle l'associe avec l'astrologie. Et donc, pendant la soirée, elle va tirer les cartes de tout le monde, y compris d'elle-même, en le rapportant à leur signe astrologique. Et donc, la soirée se passe, ils retrouvent leur vie normale, et en fait, ils vont se retrouver confrontés à leur destin qu'elle a tiré dans leur carte, mais des destins à chaque fois tragiques et funèbres. Alors, c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que j'ai trouvé l'idée originale. Au début, j'ai pas vu toute la bande-annonce, mais quand j'ai vu le début, une histoire de tarot, de cartes et tout, je pensais que c'était plus dans l'esprit de, justement, des esprits, des trucs Ouija et compagnie, alors qu'en fait, pas du tout. Vraiment, l'histoire du tarot avec l'astrologie, je l'avais pas vu dans un film d'horreur, donc là c'est quand même c'est sympa, mais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Le côté où chaque personnage a un signe astrologique, et du coup ils ont des façons de se comporter en fonction de leur signe, etc. Des caractères bien précis. Et aussi cette malédiction qui va les poursuivre en fonction aussi de leur astrologie. Enfin voilà, je trouve que l'idée, elle est vraiment pas mal. Mais le film est à chier en fait. Les acteurs déjà ça vole pas très haut, même la direction d'acteurs et tout ça. Et aussi on reconnaît la qualité d'un film d'horreur à son nombre de jumpscares. Et ce film, je crois qu'il bat tous les records. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec autant de jumpscares. Chaque scène, on va dire, de suspense, là où il y a les moments de tension, il y a au moins 3 ou 4 jumpscares, mais dans la même scène. Alors, bien sûr, ça marche, hein, parce que jumpscare, c'est la musique forte avec un truc qui surprend, même si tu t'y attends, ça fait quelque chose, mais c'est relou, quoi. Vraiment, c'est que de ça. Le film en soi ne fait pas peur, parce que si t'enlèves les jumpscares, et voilà. Alors que c'est dommage, parce que justement, il y a 2-3 scènes flippantes, je trouve, qui n'utilisent pas forcément le jumpscare, alors ça va être des bruits de pas qui vont vite et tout, mais c'est pas un truc qui t'arrive fort à la gueule. Par exemple, au début, il y a une scène, et c'est pas du tout un monstre, mais c'est toujours pour mettre en appétit, entre guillemets, il y a le mec qui arrive comme ça, il ouvre la porte, et il y a une lumière automatique qui s'allume dehors, et ça te met une musique de jumpscare, alors qu'il y a rien, et je veux dire, même dans le film, c'est pas approprié, parce que la lumière, quand elle s'allume, ça fait pas de bruit. Ils te surprennent sur un truc bidon qui a aucun sens, quoi. Après, bon, quand c'est les monstres qui arrivent, là, c'est plus compréhensible, mais c'est juste que faut arrêter, quoi. C'est fini, les films d'horreur avec autant de jumpscares. Et bon, là, je vais rentrer dans les spoils. Ce qui est marrant, c'est que ça m'a vachement fait penser à Destination Finale. Ce côté, là, ils ont pas évité la mort, mais en fait, à chacun leur tour, la malédiction va s'abattre sur eux en fonction de certains trucs. Enfin, ce côté de la mort va les attraper. Et en fait, au début, donc t'en as 2 qui meurent. Au début, le premier, on se dit ah c'est un accident, ok très bien. La deuxième personne qui meurt avec un jour d'écart, là ils commencent déjà à se poser des questions. Jusque là c'est pas mal. Ils vont faire des recherches et tout, et en fait ils vont comprendre que ça vient des tarots que la fille a tiré, de ce qu'elle a dit, parce qu'en fait il meurt exactement en fonction des termes qu'elle a dit. Donc enfin vraiment tout est hyper corrélé. Et donc les 5 qui restent, à un moment donné, t'as la troisième qui meurt sur le pont. La meuf on lui dit t'es une poisson. Donc, quand t'as un danger, tu fuis, t'écoutes pas, enfin, en gros, ils lui disent à l'avance tout ce qui va se passer. La meuf, elle est dans la voiture avec tous ses potes, il y a l'espèce de monstre qui arrive autour d'elle, qui lui écrit dans la buée de voiture fuis, et elle fait quoi? Elle sort de la voiture et elle part en courant, en laissant tous ses potes, et elle se fait buter juste après. Franchement, je suis désolé, mais scénaristiquement, là, ça passe pas. Franchement, les 2 premiers morts, ça passe nickel, mais la meuf, elle sait à l'avance qu'ils vont mourir comme ça a été prédit, qu'il faut résister à ce qui est dit. Là, la mort lui-même, le monstre lui dit de fuir, elle fuit. Enfin, à un moment donné, elle est trop conne. J'avais qu'une envie, c'est qu'elle crève au moment où elle est partie de la voiture. Et après, pareil, le gars juste après elle, après que sa pote soit fait tuer dans les conditions exactes, lui, qui est taureau, il a des décisions irraisonnées et il décide de se barrer tout seul, de rentrer chez lui et pas de suivre ses potes. Alors, et en plus, la meuf, elle lui dit mais regarde ce qui vient de se passer, tout se passe comme j'ai tiré les cartes. Si tu vas tout seul, il va se passer une dinguerie. Et le gars, non, vu que c'est un taureau, il en fait qu'à sa tête, il part tout seul. Enfin là, faut arrêter, quoi. Ils savaient tellement pas quoi faire qu'ils ont dit, bah allez, on va les éliminer comme ça. Et même pareil, à la fin, quand ils sont les 3 survivants dans la maison, à un moment donné, ils fuient un des monstres, ils sont 3 à fuir, et hop, pendant qu'ils courent, il y en a une qui se sépare toute seule. Enfin, vraiment, c'est dommage, hein, parce que, encore une fois, l'idée du film, je l'ai trouvée très intéressante, mais c'est fait vraiment la pisse, quoi. Et c'est dommage, parce que du coup, je lui mets pas la moyenne, parce que, objectivement, quand j'ai regardé le film, je me suis fait chier. Parce que tout était bidon. Donc voilà, à part pour les gros amateurs de films d'horreur qui posent leur cerveau à chaque fois qu'ils en voient un, oui, allez le voir parce que c'est marrant, mais sinon, bah non, pas forcément. Jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen, avec Vicky Krieps, Viggo Mortensen et Solly McLeod.
Ça raconte une histoire d'amour au Far West. Ouais, en vrai, j'ai la flemme de raconter le film, mais bon, en gros, c'est l'histoire d'un mec donc, qui part vivre au fin fond de l'Ouest américain, dans les années fin 1800, dans vraiment un petit village, et qui à un moment donné va faire la rencontre d'une femme, qui va tomber amoureux, et voilà, il va avoir sa petite vie, sauf que lui va partir à la guerre, pendant qu'elle va rester, il va avoir des problèmes, quand lui va revenir, il va voir qu'il y a des choses qui ont changé, et qui se sont passées. Il va y avoir des sortes de règlements de compte, oui, non, peut-être. Tout ça va être enrobé de drame, et voilà en gros. Franchement, bof. Vraiment, le film il dure plus de 2 heures, c'est quasiment 1 heure de trop. Enfin, j'exagère peut-être, mais allez, 40 minutes à enlever quoi. Alors il y a quelques westerns que j'ai trouvé excellents cette dernière décennie, mais sinon, faut arrêter quoi. Juste parce que c'est étiqueté western, faut que le film il dure 2 plombes. Là, il y a des lenteurs. C'est un western, ça peut être rythmé aussi, quoi. Je suis désolé. Là, surtout que l'histoire, elle est vraiment basique, quoi. C'est une vieille histoire d'amour où t'as un trou du cul dedans qui fait le chef parce que son père a du pouvoir. C'est bon. Enfin, franchement, il y a vraiment rien d'original dans le film. Hein. Et Viggo Mortensen, qui, franchement, j'adorais cet acteur hein, dans certains rôles qu'il avait. Je trouve qu'il jouait très bien. Notamment, je crois, mon film préféré, c'est Les Promesses de l'ombre. Mais bah en fait là, je sais pas, mais il est fini ou il a vieilli, mais il a rien. Franchement, il est effacé dans le film. Même l'actrice, j'ai l'impression qu'ils en font tout un plat, comme quoi elle est trop bien cette actrice. Bah, dans le rôle, voilà, elle est lambda. Hein. Donc non, ouais, c'est un film lambda, un western d'amour dramatique lambda, donc je conseille pas forcément le film. Memory de Michel Franco avec Jessica Chastain et Peter Sarsgaard. Ça raconte l'histoire d'une femme qui travaille dans le milieu social en s'occupant de personnes en situation de handicap, qui va faire la rencontre d'un homme qui souffre de démence et en l'occurrence de perte de mémoire directe. Cette rencontre va être particulière parce que lui va la suivre pour une raison inconnue, sachant que même lui ne va pas savoir pourquoi il l'a suivi, et elle va penser qu'il s'agit d'une personne qui l'a violée dans son enfance. En effet, la protagoniste a un lourd passé, étant donné qu'elle a subi plusieurs viols. Le film va simplement raconter leur rencontre, et puis la suite de leur relation. Alors c'est un film que je n'avais pas forcément envie de voir en voyant la bande-annonce, mais un youtubeur m'a convaincu du contraire, donc je me suis dit pourquoi pas. Et du coup un peu déçu en fin de compte. Alors il mettait en avant surtout le côté technique du cinéma, de la mise en scène et compagnie. Bon alors moi j'ai pas non plus calculé beaucoup de choses. Surtout que en fait je trouve qu'il y a beaucoup de longueur dans le film, alors il est pas très long, il dure 1h40, mais voilà, je me suis un peu ennuyé devant le film. Les scènes, en fait, c'est un peu toutes les mêmes. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, bien sûr, il y a 2-3 scènes qui sont fortes dans le film, hein, notamment où elle évoque le passé, où elle s'est fait violer. Et aussi 2 scènes que je trouve vraiment extrêmement bien faites, de simplicité, en fait. C'est des moments où ils sont en famille, avec les cousins, cousines des enfants, la sœur de la protagoniste. Ils sont, à un moment donné, il y a une scène, ils sont dans la cuisine. Il se passe rien d'exceptionnel, mais je trouve la scène tellement bien faite. En fait, on a vraiment l'impression d'être dans une famille lambda, où on voit en fait, il y a les personnages principaux qui discutent entre eux, il y en a qui bougent autour de la scène, autour de la table, il y en a qui sont en arrière-plan, qui font leur vie, enfin, chacun fait son truc, et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, il n'y a pas de caméra à ce moment-là, et je la trouve vraiment très réussie. Il y a une autre scène un peu plus loin dans le film où ils jouent au Monopoly, et cette scène aussi, je la trouve vraiment extrêmement bien faite. Donc voilà, malgré tout, ouais, effectivement, il y a des moments qui sont, je trouve, très bien faits. Mais oui, après le film en général, il m'a pas forcément percuté quoi. Une affaire de principe de Antoine Rimbaud avec Bully Lanners, Thomas VDB et Céleste Brunkel. Je vais vous lire le synopsis d'Halluciné, ça sera plus simple. Bruxelles 2012, quand le commissaire à la santé est limogé du jour au lendemain, dans la plus grande opacité, le député européen José Bové et ses assistants parlementaires décident de mener l'enquête. Ils vont alors découvrir un véritable complot menaçant de déstabiliser les instances européennes jusqu'à leur sommet. Donc c'est une histoire tirée de faits réels, hein, donc les gros faits de ce qui s'est passé sont vrais. Après voilà, les scènes en elles-mêmes et tout ça, les dialogues, c'est romancé. Et alors ça parle de complot avec le lobby du tabac. Et en vrai, je l'ai vu il y a quelques jours le film, et déjà que pendant le film et juste après, j'ai eu du mal un peu à tout comprendre de ce qui se passait. Alors j'avoue que là, avec quelques jours de plus, je vais avoir vraiment du mal à expliquer le film. Mais comme il est fait sur la forme, c'est vraiment le film d'enquête basique. Les 3 acteurs principaux jouent bien leur rôle, ils jouent pas mal. Mais le truc, c'est que ouais, effectivement, j'ai du mal
à vraiment accrocher à l'affaire, à cerner le truc, donc on les voit comme ça enquêter, sortir des noms, sortir des trucs et tout, mais j'avoue que j'étais pas à 100% dedans, donc je pense que le film peut plaire à des personnes qui sont bien pointues là-dedans, mais sinon je trouve il reste quand même vachement opaque. Et alors par contre, il y a un truc que j'ai bien fait gaffe de regarder, ça c'est un truc, ça mériterait une vidéo elle toute seule, c'est sur justement le tabac au cinéma. Si je pense qu'il y a clairement là aussi du lobbying. Vraiment dans tous les films, les scènes on les voit fumer, enfin pour moi c'est pas du cinéma, c'est clairement du marketing. Et donc là dans ce film je me suis dit tiens, ça dénonce quand même les lobbies du tabac au Parlement européen, donc je me suis dit est-ce qu'on va avoir des cigarettes? Alors, sachant que José Bové est quelqu'un qui fume énormément et on l'a toujours vu fumer sa pipe. Donc, dans le film, on le voit fumer sa pipe. Alors, dans la moitié des scènes, il a la pipe à la main, et dans, je sais pas, peut-être 4-5 scènes, on le voit vraiment fumer sa pipe. Mais je trouve que c'est pas hyper insistant. Et vraiment, pendant le film, je me suis dit, tiens, on voit toujours pas de cigarette, on n'en voit pas, on n'en voit pas, et là, bam, il y a une scène où on voit une femme fumer une clope. Et en plus, c'est une scène qui est pas nécessaire. On voit des gros plans d'elle en train de fumer. Donc là, je me suis dit, putain, merde. Est-ce qu'il serait assez cynique pour faire un film qui condamne un peu l'industrie du tabac, tout en étant payé par celui-ci pour montrer une cigarette à l'écran? Je sais pas, franchement, mais ça, en tout cas, c'est un sujet vraiment à part. Mais voilà, le film en soi, je le conseille pas forcément parce que je le trouve quand même assez pointu et pas non plus hyper divertissant en fait. Donc voilà, à la limite, c'est bien d'apprendre ce qui s'est passé, mais limite un documentaire suffirait en fait. Les intrus de Rennie Harlin avec Rachel Shenton et Froy Gutierrez. Ça raconte l'histoire d'un jeune couple qui va fêter leur 3e anniversaire de relation dans une petite, à Portland, dans l'Oregon, qui est un état plutôt rural des États-Unis. Sauf que ils vont tomber dans un village paumé à un moment donné et leur voiture va tomber en panne. Ils vont devoir rester la nuit dans ce tout petit village et en fait la seule maison disponible en Airbnb, c'est une maison chalet qui est au fin fond de la campagne, en plein milieu de la forêt. Ils vont donc passer la nuit là-bas. Sauf que quelqu'un va les déranger, et il se trouve qu'en fait c'est un groupe de plusieurs personnes qui sont masquées et qui sont là tout simplement pour les buter. Alors le film, j'ai trouvé vraiment bizarre. Dans le sens, en fonction de la note et de ce que j'en ai pensé. Parce qu'il y a tout qui fait que c'est un film complètement oubliable et bof. Hein, vraiment, il y a rien de fou dans le film, c'est ultra basique, c'est des gens qui vont venir tuer d'autres gens. En soi, il y a rien de spécial, même dans les mises en scène, vraiment, il y a rien d'exceptionnel. Mais, alors déjà, je trouve que l'actrice, elle joue bien, on sent bien la terreur chez elle. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui m'a marqué quand même dans le film, c'est la froideur du film. C'est-à-dire que, même dans les slashers, ou je veux dire, dans n'importe quel film d'horreur où t'as des tueurs, il y a, je sais pas, il y a un truc qui fait, alors soit à la fin, bon là je vais spoiler le film, hein, donc voilà. Mais contrairement à d'autres films de slasher ou compagnie, il y a souvent au moins un héros, une héroïne, etc. Et généralement le film finit toujours bien. Alors même dans les films d'horreur, t'as toujours un twist à la fin, une queue de poisson, où t'apprends que le tueur est pas mort, ou compagnie, ou un truc comme ça, à la con. Mais globalement, le film, il se termine plutôt bien. Et en fait, ce film, je le trouve quand même impactant, justement par la fin du film, c'est-à-dire que il crève en fait. Alors pas exactement parce qu'à la toute fin on voit que l'héroïne effectivement elle est dans un lit d'hôpital donc elle est pas morte, mais je veux dire la scène de fin où ils sont attachés à une chaise et où ils se font planter froidement avec le couteau dans le cœur, le gars il meurt, je veux dire c'est très froid, les tueurs on les voit pas, ils enlèvent jamais leur masque, on sait pas qui c'est, bon on imagine que c'est des gens du village, mais en fait on sait rien de leur intention, c'est juste des fous, et même leur manière de tuer je la trouve hyper froide, ils sont un peu sadiques parce qu'ils s'amusent dans la maison, mais c'est très rapide et dès qu'ils les chopent, c'est vraiment, c'est même pas de la torture, c'est couteau dans le cœur et il meurt direct. Donc vraiment, j'ai trouvé particulier quoi, c'était très froid comme ambiance. Alors par contre, la toute fin, je ne comprends absolument pas, je la trouve même ridicule. J'aurais préféré que le film s'arrête vraiment à leur mort, mais bon, on la voit sur le lit d'hôpital, et bien sûr, au moment où elle se lève du lit d'hôpital, t'as le tueur qui est à côté d'elle dans le lit. Bon, ça c'est complètement ridicule par contre, c'était vraiment la scène en trop. Ce que je comprends pas, c'est que le film, il est... En fait, c'est expliqué au début du film, ça nous raconte le nombre d'agressions, de crimes qu'il y a aux États-Unis chaque année. Il le compare même à chaque seconde, je crois que tous les 26 secondes, il y a un crime, en moyenne, aux États-Unis. Et en fait, ils disent que
ce film raconte une de ces histoires. Donc apparemment, voilà, ce truc est vraiment arrivé. Mais après, le truc, c'est qu'ils en font un truc comme quoi c'est vraiment hyper horrible ce qui est arrivé. Alors bien sûr, hein, des crimes, c'est toujours horrible. Mais bon, je m'attendais à un truc encore plus époustouflant, en fait. Plus tape à l'œil. Et en fait, c'est plutôt basique comme crime. Mais voilà, la scène de fin où le tueur, il se lève à côté du lit d'hôpital et ça se finit comme ça, avec le truc marqué « à suivre », vraiment, j'ai pas compris. Parce que si c'est une histoire vraie, ça veut dire que ça, ils ont complètement inventé. Hein. La meuf, soit elle est morte, soit elle est pas morte. Mais bon, que le tueur, il soit aussi dans le lit d'hôpital, c'est ridicule. Et le fait qu'il est marqué « à suivre », enfin, j'espère qu'ils vont pas faire une suite à ce film. Parce que là, faut pas déconner, quoi. Le film, il est 50-50, c'est-à-dire qu'il y a rien d'exceptionnel dans le film, mais je trouve quand même la fin assez impactant en fait, et froid. Et pour ça, c'est un truc qui m'a un peu marqué, donc voilà, pourquoi pas. La planète des singes de Wes Ball avec Owen Teague, Freya Allan et Peter Bacon, entre autres. C'est la nouvelle saga de la planète des singes suite à la trilogie qu'il y avait juste avant, où les singes ont petit à petit pris le pouvoir sur la planète au détriment des hommes. Donc là, le film se déroule quelques générations après l'histoire de la première trilogie, et donc après la vie du singe César, où on vit dans un monde où là, clairement, les singes ont pris le pouvoir, hein. Il y a des clans, des communautés de singes un peu partout, qui commencent à fabriquer des villages et compagnie, et où les hommes sont très dispersés, rarement en troupeaux comme ça, qui ont tous perdu la parole. Alors que de chez eux, les singes, ils parlent tous, quoi. Et le film raconte l'histoire d'un jeune singe qui s'appelle Noah, et qui va se faire attaquer par une autre tribu de singes, et suite à la destruction de son village, va être à la recherche de ce clan ennemi, quoi, pour se venger, et retrouver ses compagnons qui ont été capturés, et d'un autre côté, à faire la rencontre d'une humaine qui va le suivre dans ses aventures. Le film, au niveau visuel, est toujours vraiment impressionnant, hein. C'est toujours magnifique à voir, hyper réaliste. Ce qui est balèze, c'est de voir que chaque singe a vraiment son expression faciale à lui, on peut presque reconnaître vraiment les différents visages. Même entre les hommes et les femmes, on voit une petite différence qui est subtile, mais je trouve qu'elle est bien faite, tout en gardant ce côté vraiment singe, donc vraiment c'est absolument bien fait. Après l'histoire, bon, rien d'original, mais par contre ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est le manichéisme quasiment absent du film. C'est-à-dire que c'est pas les gentils singes contre les méchants humains ou inversement, c'est vraiment il y a des singes qui se tapent dessus entre eux, des humains qui peuvent se taper dessus entre eux, des singes qui font des coups de crasse à des humains qui font des coups de crasse aux singes, enfin voilà, et en fait il y en a vraiment dans tous les sens, et c'est ça qui est intéressant. Alors c'est un parti pris du film, hein, c'est pas la réalité, mais ce qui est intéressant c'est de se poser la question de savoir le bien et le mal, où est-ce qu'il naît en fait? Est-ce que c'est propre à l'espèce humaine, ou est-ce que c'est propre à l'intelligence? Ou alors bien sûr propre au genre primate. Parce que forcément, le lien qu'on a de parenté entre les singes et nous les humains, c'est les premiers primates, quoi. Donc voilà, sur ça, je trouve que c'était quand même assez intéressant. Alors c'est pas non plus poussé à fond, il n'y a pas une réflexion là-dessus, mais quand on voit le film, en tout cas moi c'est la question que je me suis posée. Mais sinon voilà, il n'y a pas plus à prendre dans le film, ça reste juste un bon divertissement. Alors par contre, je voulais quand même noter à la fin, quand ils sont au niveau du royaume du singe, là, il y a le bunker. Alors ils sont bien sûr sur une plage qui est au niveau de la mer, et on voit, il y a plusieurs plans où ils ont une petite palissade toute fragile, mais qui arrive à retenir l'océan, avec vraiment qui est à 2 mètres ou 3 mètres au-dessus de la plage. Ça, apparemment, ça fait un moment qu'ils sont là, les singes, et il n'y a pas de problème avec ça. Bon, déjà, je me demande comment ils ont réussi à construire cette palissade, hein, mais bon, bref. Et là, quand le bunker explose, que la porte s'ouvre et que la fille fait péter le barrage, t'as l'eau qui rentre dans le bunker, mais en fait t'as l'impression que le bunker il était souterrain. T'as l'eau qui monte et qui monte dans le bunker et on sait pas comment. Alors je sais pas au niveau de la physique, la gravité, comment ça marche, mais le bunker qui est au niveau de la plage et qui est en hauteur, l'eau non, elle arrive à monter dedans. Enfin c'est débile. Mais il suffisait d'imaginer que le bunker serait en souterrain, quoi. Et là, t'aurais pu faire la scène qui se passe avec l'eau qui monte progressivement. Enfin là, vraiment, ça n'avait aucun sens. Bon voilà, mis à part ce détail que j'ai trouvé vraiment nul, le reste du film est quand même intéressant à voir, c'est toujours assez spectaculaire et beau, donc voilà. Comme à lundi, de Ryo Takebayashi avec Makita Sports et Wan Marui, entre autres. C'est le concept du film, l'histoire sans fin, dans un bureau japonais. Nous retrouvons une équipe constituée de, je crois, 5 ou 6 employés avec le chef de secteur, on va dire, qui vont revivre la même semaine encore et encore.
Au début du film, c'est donc deux jeunes, les deux plus jeunes de la boîte qui vont s'en rendre compte et qui vont essayer de faire comprendre à, on va dire, l'actrice principale, qui sont dans une boucle temporelle, et le film va jouer là-dessus, donc sur à chaque fois essayer de faire prendre conscience à tous les employés qu'il y a une boucle temporelle, avec divers moyens, et bien sûr, le but va être de casser cette boucle et de trouver qu'est-ce qui cause cette boucle. Le film était sympa, la première partie, je l'ai trouvé un peu lente à se lancer, parce que bon, ce genre de concept, de truc qui revient toujours, on a l'habitude, et surtout que là, je trouve que c'était moins bien fait, entre guillemets, enfin c'était moins rythmé que les autres adaptations où t'avais cette histoire de boucle temporelle. Donc au début, j'ai eu quand même un peu de mal, je trouve que c'était un peu lent, mais après, en fin de compte, je trouve que ça s'améliore un peu, et j'ai préféré la deuxième partie, une fois que l'équipe entière comprend ce qui se passe, et qui vont essayer de résoudre une fois qu'ils auront compris ce que c'était, et ça, je l'ai trouvé intéressant, ce truc-là, et je trouve que ça part même dans un côté plus poétique, dramatique, etc., qui parle un peu de la condition au Japon. Enfin, j'ai bien aimé ça, parce que vraiment, le début du film, c'est vraiment l'histoire de base de ce concept, et la deuxième partie, c'est plus, voilà, une réflexion sur les choix qu'on fait dans la vie, sur aussi le suicide, parce que c'est quelque chose de très important au Japon. Donc voilà, j'ai bien aimé la deuxième partie, et c'est ce qui fait qu'au final, le film en soi est plutôt cool. Furiosa, une saga Mad Max de George Miller avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. Ça raconte le passé de Furiosa, le personnage féminin principal du premier film de Mad Max Fury Road. Donc c'est un préquel qui raconte globalement vite fait son passé lorsqu'elle était petite, ce qui lui est arrivé pour arriver jusqu'à la Citadelle et Immortan Joe. Et donc voilà, voir un peu son parcours. Eh bien, je suis mitigé. On va aller sur les deux choses, le côté sur le fond et sur la forme. Sur le fond d'abord, parce que pour moi c'est le moins important pour un film comme Mad Max. Franchement, il y a rien, c'est-à-dire que c'est une histoire concentrée sur le personnage de Furiosa, et en fait on n'apprend rien sur le personnage de Furiosa. À savoir son passé, à part qu'elle vivait dans une oasis, on connaît rien de cet endroit, elle est directement dans la citadelle, l'endroit qu'on a vu dans Mad Max Fury Road. En plus, elle parle quasiment jamais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est surtout on voit les personnages autour, limite le personnage de Chris Hemsworth, je sais plus le nom de son personnage, mais c'est limite lui le personnage principal au début. Et en fait, elle, on la voit se balader autour de ça et grandir et tout, mais je trouve qu'un personnage qui est centré sur elle, bah ouais, on n'en apprend pas grand-chose. Et l'histoire, enfin voilà, du coup, elle est hyper banale, jusqu'à ce qu'elle soit grande et qu'elle finalement elle se dise, bah tiens, j'ai envie de retourner chez moi. Il y a plein de questions qui se posent à savoir pourquoi elle l'a pas fait avant, enfin bref, c'est des détails. Le truc qui est bien par contre dans l'histoire, c'est que je trouve que ça développe un peu plus le lore, à savoir l'environnement en fait du monde, parce que c'est vrai que moi, ces trucs que j'ai du mal dans les films, c'est de pas me représenter le monde. Et donc dans le Mad Max, c'est vrai qu'à part cette citadelle au milieu du désert, on se dit mais comment ils font pour survivre, bon il y a l'eau, mais bon la nourriture, les armes, le pétrole et tout. Et donc là, dans celui-là, on apprend un peu plus sur ce qu'il y a autour. À savoir, effectivement, les villes principales qui sont dans ce milieu désertique d'Australie. Il y a un endroit qui s'appelle Petroville, où vraiment c'est là où il y a du pétrole en abondance. Un autre endroit où il y a une mine, où ils font des balles. Donc voilà, on apprend un peu plus sur différents lieux comme ça de pouvoir. Mais c'est vrai qu'après, comme il est raconté le film aussi, je trouve que c'est très mâché, ça fait très maladroit. Il est fait en chapitres le film, et je trouve que ça fait très scolaire en fait. Enfin, comme si voilà, le film n'arrivait pas à se dérouler tranquillement. Et même comme c'est raconté, il y a une voix off et tout. Enfin, je trouve que le film, il est vraiment sur ça, il est pas très bien fait. Et il est beaucoup plus lent, il est moins rythmé que le premier où c'était à fond et que ça déménageait. Ensuite, sur la forme, c'est pareil, je suis mitigé. Il y a des trucs qui sont cool, il y a des effets visuels, des effets réels, enfin l'environnement, le décor et tout, qui sont magnifiques. Les accessoires, les motos, les voitures et tout. Le son, en vrai, il y a des trucs qui sont parfaits, mais mon Dieu, il y a des effets spéciaux qui sont à vomir. Je comprends pas comment, c'est le même réalisateur, comment son film d'avant était un chef-d'œuvre, je l'ai trouvé parfait, Mad Max Fury Road, comment celui-là, il a pu dégringoler en qualité. Il y a des effets visuels, tu vois que c'est fake et c'est dérangeant. À côté de ça, il y a d'autres trucs qui sont cool dans les scènes d'action et tout, des trucs avec des parachutes. Enfin, il y a d'autres trucs qui sont cool. Donc en fait, pendant le film, il y a des trucs que j'ai bien aimés et en soi, j'ai passé un bon moment quand même à regarder le film. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs visuels sur la forme qui m'ont gêné et des trucs sur le fond qui... c'est plus poussif quoi, c'est moins jouissif que le premier. Et le truc qui rajoute encore à ce problème, c'est que comme on a été choqué par le visuel du premier Mad Max, en fait celui-là, vu qu'il arrive que quelques années après, on est moins choqué parce qu'il n'y a pas des nouveautés de dingue. Donc le bilan fait que le film, ça reste un bon divertissement, j'ai bien aimé aller le voir, mais faut avouer que il est clairement en dessous du premier Mad Max quoi. Donc un peu mitigé. Borderline de Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas avec Alberto Aman, Bruna Cusi, Ben Temple et Laura Gomez.
Ça raconte l'histoire d'un couple qui décide d'immigrer aux États-Unis via une loterie que la femme a gagnée, qui permet à un certain nombre de personnes de pouvoir résider aux États-Unis pendant un certain nombre de temps. Sauf qu'une fois arrivés à l'aéroport américain, ils se font diriger dans une salle, une arrière-salle de l'aéroport, où ils vont subir des fouilles approfondies et toute une série de questionnaires pour savoir en gros l'objet de pourquoi ils viennent aux États-Unis, en leur demandant tout un tas d'informations hyper détaillées sur les deux. J'ai beaucoup aimé le film, je trouve que l'idée, l'histoire et tout ça, c'est original, j'avais pas vu ça encore. Un film vraiment en huis clos qui se passe vraiment quasiment en temps réel, et où en fait le truc va jouer sur un peu le doute qu'on a avec les deux acteurs, enfin le couple, notamment le fait qu'au début du film, il y a beaucoup de plans sur le gars, et on sent qu'il est très stressé, qu'il agit bizarrement. Et donc pendant l'interrogatoire, où on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher, et en fait on est un peu du côté du couple, en mode on comprend pas ce qui se passe, pourquoi ils posent autant de questions, pourquoi ils sont autant insistants, qu'est-ce qu'ils ont comme données qu'apparemment eux n'ont pas. Et en même temps, on se pose quand même la question de se dire tiens, il y a quelque chose qui va pas, surtout du côté du gars. Et donc le film va progressivement, au fur et à mesure des questions, de l'interrogatoire, nous donner des éléments de réponse. Et du coup, voilà, le film, je trouve vraiment très bien, la tension, elle monte à chaque fois crescendo, et même les révélations, ce qu'on apprend, c'est toujours on a toujours de plus en plus de réponses au fur et à mesure. Enfin voilà, il est vraiment très bien fait le film, la relation entre l'homme et la femme aussi, qui évolue, qui est pas mal faite, et surtout, j'ai adoré la fin, et vraiment la scène finale, elle est nickel, quoi. Donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir ce film dans leur cinéma, je vous conseille d'aller le voir. Abigail, de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, avec Melissa Barrera, Dan Stevens et Alicia Ware, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un groupe de kidnappeurs qui sont payés par un boss pour faire une mission plutôt importante, à savoir kidnapper la fille d'une personne très influente et surtout très riche, dans le but d'obtenir une rançon. Pour ce faire, l'équipe va donc aller dans la maison de cette petite fille, la kidnapper et la garder pendant 24 heures dans un manoir isolé. Sauf que bien sûr, les choses vont dégénérer dans la maison. Il va s'avérer que la petite fille n'est pas vraiment une petite fille. Bah, je suis vraiment content, j'ai bien aimé le film. Donc c'est un espèce de thriller horreur un peu, thriller horrifique. Avec donc, clairement c'est une histoire de vampire. Au début j'avais un peu peur, surtout par rapport au casting, parce que je le trouve quand même un peu faible quand on voit les acteurs. Mais en fait, vraiment c'est top quoi, ça marche vraiment bien. Je trouve que les acteurs sont cool au final. Je trouve que ça marche bien au final. Les acteurs jouent bien et les répliques et tout ça, c'est vraiment top. En fait, c'est horrifique, mais il y a aussi de l'humour dedans. Et donc, quand ça tourne un peu au slasher avec ce vampire qui va essayer de s'amuser avec ses proies, vraiment, ouais, c'est vraiment rigolo quoi. Enfin, on passe un bon moment. Il y a du gore comme il faut. On va dire qu'il y a surtout beaucoup de sang. Mais vraiment, ouais, c'était un kiff à regarder. Enfin, je trouve que vraiment, il y avait pas mal de répliques que j'ai bien aimées. Et puis surtout, on s'embête pas pendant le film, quoi. Et du coup, je voulais juste rajouter que je vois la note presse est un peu meilleure que la note spectateur sur Allociné. Franchement, je comprends pas les gens. Enfin, ils mettent des bonnes notes à des films d'horreur qui sont nuls à chier. Je pense par exemple à la saga Annabelle, Conjuring et compagnie. Enfin voilà, si les gens ils aiment parce qu'ils ont des frissons quand il y a deux jumpscares, enfin voilà, ça fait pitié, quoi. Parce que, enfin, je suis désolé, mais la plupart des films d'horreur, il y a zéro originalité, vraiment, tu te fais chier pendant le film. Là, même si voilà, le scénario est pas ultra développé, mais je trouve que c'est bien écrit, quoi. Enfin, et puis de toute façon, en règle générale, j'aime bien les films horrifiques, comiques, un peu humour noir comme ça. Il y en a pas beaucoup, ça se fait pas beaucoup, et je trouve ça dommage parce que j'aime vraiment beaucoup le genre. Donc ouais, je vous conseille d'aller voir le film. The Fall Guy, de David Leitch, avec Ryan Gosling, Emily Blunt et Aaron Taylor-Johnson. Ça raconte l'histoire d'un cascadeur qui est amoureux d'une jeune réalisatrice, mais qui à un moment donné va faire une chute accidentelle lors d'un tournage, et qui va mettre sa carrière de côté. Sauf que plusieurs mois après, une productrice qu'il connaît bien, va le rappeler pour lui demander de revenir jouer dans un film, qui se trouve être avec la réalisatrice qu'il aime, sauf que sur ce plateau, l'acteur principal, donc joué par Aaron Taylor-Johnson, va disparaître. Et donc la productrice, pour des raisons particulières, va lui demander d'enquêter, donc au cascadeur, sans justement appeler la police ou quoi que ce soit. Et donc tout le film, Ryan Gosling va être à la recherche de l'acteur pour lequel il double, tout en essayant de renouer le contact avec celle qu'il aime. C'est un film d'action, comédie aussi, donc ça bouge beaucoup, il y a de la baston, il y a de la course,
Sur ça, c'est très bien fait. Ryan Gosling est très drôle dans son rôle aussi. J'ai bien aimé aussi les... Parce que du coup, il tourne un film pendant le film, et j'ai bien aimé le clin d'œil à Dune, parce que dans le film, bah là, clairement, déjà, l'image, elle est sursaturée en orange, et il y a la musique du film. T'as vraiment l'espèce de cri, là, dans Dune, de la femme qui chante. Et ouais, le rythme, je l'ai trouvé bon. L'espèce d'enquête aussi, ça va, ça tient la route. Et puis ce qui est intéressant, c'est que bah, clairement ce film, alors il a été fait donc par David Leitch, qui a fait aussi Bullet Train, que j'ai adoré. En fait, c'est une sorte d'hommage à son travail d'avant, parce que donc avant d'être réalisateur, il était cascadeur lui-même. Et bah là, bah, clairement le film, hein, ça parle de cascadeur et de cascade. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à la fin du film, hein, pour le générique, on a une grosse partie du making-of, des scènes de cascade qu'ils ont fait pendant le film, des scènes d'action, etc. Bah, pour montrer, pour rendre hommage en fait aux cascadeurs. Et vraiment, sur ça, j'ai trouvé ça super. Parce que ce qui est marrant, c'est que dans le film, Ryan Gosling est la doublure de Aaron Taylor Johnson, et du coup, à la fin, dans le making-of, dans la réalité du film, Ryan Gosling était l'acteur principal, et il y avait ses doublures à lui. Et du coup, il y a plein de photos où on voit tous les acteurs et les cascadeurs qui ont le même look. Enfin, ce film... Voilà, il est pas non plus exceptionnel, hein, mais c'est un film good vibe, qui est cool, qui déménage, qui est bien rythmé, et c'est surtout, enfin c'est ça que moi que je trouve ça beau, c'est de rendre hommage à tous ces cascadeurs dans le monde du cinéma. Et d'ailleurs justement, il a mis une petite scène où je sais plus qui c'est qui en parle, mais qui dit est-ce qu'on donne des Oscars aux cascadeurs? Et Ryan Gosling il répond que non. Et du coup, je pense que c'est un message clair du réalisateur qui dit que ça serait bien de récompenser les cascadeurs. Alors moi, en soi, je trouve qu'effectivement, les cascadeurs font un travail de dingue et vraiment remarquable. Enfin, je veux dire, les films d'action n'existeraient pas comme ils existent maintenant sans les cascadeurs. Donc vraiment, ils sont à mettre devant la lumière et vraiment à remercier. Le problème que j'ai avec ça, le fait de donner des Oscars aux cascadeurs, c'est que je pense que ça risque de pousser le vice trop loin. C'est-à-dire qu'on va donner l'Oscar à qui, en fait? Certainement à la personne qui va faire la plus grosse cascade, ou la plus dangereuse. Et donc sur ça, je trouve que c'est un peu risqué, parce que ça peut pousser les cascadeurs à se mettre trop en danger pour les films. Je sais pas si c'est bien de donner une statuette comme ça. En fait, il devrait avoir une sorte de reconnaissance d'honneur pour les cascadeurs, mais de là à les mettre en concurrence, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'autant des acteurs, pour le meilleur acteur, meilleur réalisateur, oui, ils peuvent se donner au bout, et se donner à fond pour leur rôle ou pour leur film. Mais un cascadeur, je sais pas, c'est différent. Donc voilà, c'était une aparté dans la critique du film, mais en même temps, c'est de ça que ça parle. Hein. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir, si vous voulez voir un film d'action, comédie. Un petit truc en plus, de Artus, avec Artus, Clovis Cornillac et Alice Belaïdi. Ça raconte l'histoire d'un père et d'un fils qui vont faire un braquage, et qui, en fait, pour essayer de s'échapper de là et de pas se faire choper par la police, par la force des choses, vont se retrouver embarqués dans un bus de vacances, qui est en fait une association qui s'occupe de personnes handicapées, et donc ils vont passer une semaine dans un gîte au fin fond de la campagne. Avec ces personnes-là, ils vont devoir essayer de jouer le rôle. Le père va jouer le rôle de l'éducateur, et le fils, donc Artus, va jouer le rôle d'un handicapé. Et donc le film raconte un peu ce qui va se passer pendant cette semaine. J'ai été vraiment très agréablement surpris. Franchement, je m'attendais pas à aimer autant le film. Et franchement, oui, je trouve que c'est un très bon film. Moi, je mettrais pas une note supérieure pour une comédie. Enfin, faut vraiment que la comédie, je ris tout le film et qu'elle me marque. Mais en tout cas, voilà, ce film, il est vraiment bien. Je conseille d'aller le voir. Parce que, enfin, vraiment, l'humour, en fait, il est juste, je le trouve vraiment nickel. C'est à la fois léger, gentil et good vibe. Enfin, alors peut-être que ça touche plus parce que justement, c'est des personnes en situation de handicap. Alors après, je sais pas s'il faut être plus ou moins empathique ou quoi, mais enfin, c'est vrai que moi, en tout cas, ça me touche. Et alors voilà, donc c'est peut-être entre guillemets la facilité de voir des acteurs comme ça, du coup, c'est des vraies personnes en situation de handicap, mais du coup, enfin, ça marche complètement, et ils jouent tous très bien. T'as vraiment l'impression qu'ils sont en vacances, dans leur petit centre et tout, avec les éducateurs. Vraiment, j'ai trouvé le film super. Artus, je sais pas si c'est son premier film en tant que réalisateur, mais en tout cas, vraiment impeccable. Vraiment bravo. C'est juste du début à la fin, en fait. Alors, bien sûr, le film est pas... Il y a pas des rebondissements de fou, hein. On sait plus ou moins tout ce qui va se passer. Mais voilà, c'est bien amené, c'est bien fait. Vraiment, on a le sourire tout le film. Ça peut aussi faire tirer l'alarme, selon les ressentis de chacun et tout ça. Mais j'ai pas trop d'autres trucs à dire sur le film, mais vraiment, c'est l'ambiance, quoi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense que ça sera ma comédie française préférée de l'année. Le deuxième acte de Quentin Dupieux, avec Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon, Raphaël Quenard et Manuel Guillot.
Ça raconte l'histoire de 4 acteurs qui vont jouer une scène de film, dans laquelle donc ils jouent chacun un personnage respectif, sauf que chaque duo d'acteurs donc va avoir droit à des scènes de leur côté, et dans ces scènes, en fin de compte, on va les entendre réciter leur texte, mais en même temps sortir de leur texte, à savoir dire des choses que les acteurs pensent eux-mêmes, tout en même des fois regardant la caméra, et donc vont briser un peu ce quatrième mur. Va s'en suivre plus tard une scène où ces acteurs vont être tous réunis dans un restaurant, et où il va y avoir une intervention d'un figurant, qui va avoir d'ailleurs du mal à faire son taf, et donc il va y avoir aussi une interaction là-dessus. Et bref, en gros, oui, les films de Quentin Dupieux, de toute façon, sont très durs à résumer, parce qu'ils sont complètement what the fuck. Et donc là, voilà, le concept, c'est un peu mélanger la réalité avec la fiction. D'ailleurs, c'est vraiment dit dans le film, ça débat de ça, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux, est-ce que le faux est finalement pas réel. Bon voilà, c'est un bon bordel. Je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai pas saisis sur le film, parce qu'il y a beaucoup, je pense, de grilles de lecture. Et alors, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. De toute façon, les Dupieux en général sont très bons. Et là, ce côté brisage de mur, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Tout ce qui dit, les sujets qui sont abordés, bah forcément, moi, j'adore. Et je trouve que c'est complètement réel. Tout tombe juste dans leur dialogue. C'est marrant, enfin voilà, les acteurs, je les trouve vraiment top. C'est super bien joué, il y a des plans séquences de malade. Et en plus de ça, il n'y a pas d'impro, c'est-à-dire que c'est vraiment du texte récité à la lettre. Donc vraiment, bravo aux acteurs, respect. Et oui, enfin voilà, vraiment j'ai passé un très bon moment dans le film. Après, il y a peut-être la fin... Alors voilà, soit j'ai pas compris, parce qu'il y a vraiment un dialogue entre Raphaël Quénard et Vincent Lindon qui dure très longtemps, et j'ai pas compris en fait l'intérêt de mettre cette scène, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Donc voilà, je pense qu'il y a une bonne partie du film que vraiment je suis passé à travers, que enfin voilà, j'ai pas saisi tous les trucs, et ça doit être du coup intéressant sur le coup d'avoir des analyses là-dessus. De ce que le film montre, j'ai trouvé ça vraiment top. Et en tout cas, très original.